pourriez-vous me dire où je suis? Le film fantastique, ça regroupe énormément de sous-genres, hein. Il y a le fantastique, on va dire, psychologique, il y a le fantastique, les films de fantômes par exemple, ça peut être aussi un film d'horreur, ça peut être un film, on va dire, par exemple de tueur en série, mais qui flirte parfois avec des éléments un petit peu surnaturels. Donc c'est vraiment un terme très très généraliste qui englobe beaucoup de choses. Tout peut être fantastique, il suffit d'avoir une vision des choses un tout petit peu décalée de la normale et c'est fantastique. C'est toujours quelque chose qui vient de l'intérieur et même de l'intérieur des personnages en quelque sorte. Mon premier amour, mon premier émoi en tout cas amoureux, c'est vraiment le film d'horreur. C'est vraiment comme ça que j'ai découvert beaucoup de choses. J'aime profondément ces films déviants, étranges, obscurs. En tout cas, c'est toujours s'écarter d'un chemin, on va dire, qui tend vers la réalité pour partir dans des domaines beaucoup plus extraordinaires et bizarres. Généralement, quand il y a une vague de films de genre comme ça qui arrive, c'est parce qu'il y a une sorte de ras-le-bol du consensus général et que finalement on a juste envie de dire merde, on est capable de faire un peu bouger les choses. Oui, ça me permet de parler de la mort, de mes préoccupations sur la fin des choses, sur la perte, sur la maladie, sur le fait que nous allons tous mourir, que nos corps se détériorent, que évidemment ce sont des choses très faciles à comprendre, mais quand c'est structuré, enfin quand ça donne au genre quelque chose de très très noble, de très grand. Le cinéma fantastique traduit aussi peut-être comme tout le cinéma, mais également il traduit la sensibilité d'une époque. Ce qu'on peut ressentir sous diverses formes, soit les angoisses ou d'autres, se retrouvent dans le cinéma et en particulier dans le fantastique. Coup de tonnerre dans la production mondiale. Le film fantastique revient en force. Des États-Unis, d'Asie, d'Europe, il en vient de partout. Saw, The Grudge, Silent Hill, The Host ou Le Labyrinthe de Pan, c'est une vague immense qui envahit les salles de cinéma, proposant des images terrifiantes, déviantes, angoissantes. En France, à la suite d'un Christophe Gans, grand connaisseur du genre, ils sont aujourd'hui toute une bande à lever le poing. Sans beaucoup de moyens, mais imaginatifs, bourrés de références et forts de leur maîtrise technique. Ils veulent eux aussi participer au mouvement général, en s'engageant résolument sur la voie du film transgressif, viscéral et cauchemardesque. Enquête sur la naissance d'une nouvelle vague fantastique française. Fondamentalement, pourquoi moi le cinéma de genre est un cinéma, et le cinéma fantastique en fait partie, pourquoi c'est un cinéma qui est plus intéressant que les autres? Parce que c'est le cinéma de la réelle transgression, pas dans le film d'horreur forcément, hein, dans le sens où on dit on montre une tête éclatée donc c'est subversif. Non, pour moi une tête éclatée c'est pas subversif. Pour moi c'est quelqu'un qui va être capable de faire passer quelque chose par l'image. On est là pour le faire pénétrer dans une histoire. Il y a cette notion de pendant 1h30, 2 heures, vous allez être dans un univers, vous allez être dans un monde, on va vous y faire croire le mieux possible. Ce monde va être crédible, on va jouer sur l'identification ou on va déjouer cette identification, mais à partir du moment où on a ces règles posées, ces codes posés, on peut tout faire à l'intérieur. Dès la naissance du cinéma en France et ce qui nous reste des œuvres de Méliès le prouve, le fantastique pouvait être un des genres dans lequel le cinéma français aurait excellé. Ça n'a pas vraiment été le cas, sauf à des périodes, effectivement, où on voit un peu plus les réalisateurs, les grands créateurs s'intéresser à ce genre et essayer d'ailleurs d'imposer aussi un peu leur marque et leur style à travers des films phares qui frayent avec le fantastique.
C'est sous l'occupation que le cinéma fantastique français aura connu son âge d'or, avec des œuvres oniriques, merveilleuses et poétiques, comme Les Visiteurs du Soir de Marcel Carné, La Main du Diable de Maurice Tourneur ou bien sûr La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Des films emblématiques qui ont fait des cartons au box-office de l'époque. Il y avait toute l'ambiguïté de ces gens qui essayaient de garder leur liberté de création dans un contexte où ils étaient totalement contraints à la fois économiquement et idéologiquement. L'idée de faire du cinéma fantastique, c'était peut-être d'arriver à dire des choses tout en décontextualisant totalement, c'est-à-dire sans aucun rapport avec la réalité, c'est-à-dire regagner effectivement une certaine forme de force de liberté d'expression. Toutes les périodes de l'histoire nous montrent que dans les périodes tragiques, enfin les périodes de troubles, les périodes d'angoisse ou les périodes difficiles, les gens ne veulent pas forcément s'évader dans les comédies, mais ils veulent également être confrontés peut-être à une horreur pire que celle qu'ils côtoient dans la vie quotidienne. Donc il y a une espèce de phénomène de catharsis qui fait que on montre des choses horribles parce que elles sont la réalité en comparaison est beaucoup plus douce. Après la guerre, de grands cinéastes comme René Clair ou Jean Renoir proposèrent à leur tour quelques titres. Et il fallut attendre 1960 pour voir le premier film d'épouvante français, Les Yeux sans visage, de Georges Franju. Film mythique, ancré dans une réalité noire et inquiétante. Alors que de son côté, la télévision proposait des feuilletons fantastiques comme le terrifiant Belphégor ou le fantôme du Louvre de Claude Barma. Une des forces qu'a eu le cinéma de genre pendant très longtemps, c'est avec des petits budgets à vocation commerciale, où on leur demandait à ces cinéastes de faire des choses calibrées et codées, eh ben, ils étaient obligés d'être malins, d'être artisans, d'avoir un vrai savoir-faire, une réelle compréhension de la mise en scène, de l'image, du découpage, pour arriver à faire passer des choses qui avaient une certaine puissance émotionnelle. Dans les années 70-80, tous les réalisateurs en vogue du moment, et notamment les chefs de file de la nouvelle vague, comme René ou Chabrol, s'essaieront au genre. Mais ces tentatives originales resteront isolées. Et finalement, le cinéma fantastique français ne produira qu'un film tous les 2 ans durant ces 2 décennies. Il faut attendre les années 90 ensuite pour retrouver cette espèce de libération de l'imaginaire très au-delà de la réalité, ou alors de réancrer le fantastique dans la réalité avec des films un peu décalés. Et ça, c'est une nouvelle génération de réalisateurs. Cette génération qui, comme moi, a grandi avec un certain type de cinéma. Alors, c'est vrai, c'était un type de cinéma américain, ça a été un type de cinéma qui a été vu avec une condescendance hallucinante en France pendant très très longtemps, et qui ont envie de dire, ben non, c'est ce cinéma-là qui nous plaît. Car pendant ce temps, le cinéma fantastique anglo-saxon s'est radicalisé, avec la naissance du film gore aux États-Unis, initié par George Romero, Herschel Gordon-Lewis ou Tobe Hooper, puis par John Carpenter, Wes Craven ou Sam Raimi. C'est une vague de films d'horreur transgressifs et viscéraux qui s'installe là-bas, durablement. Alors qu'en Europe, Mario Bava, Lucio Fulci ou Dario Argento deviennent eux aussi les maîtres du genre pour les générations à venir, en réaction à la guerre du Vietnam ou aux années de plomb en Italie. C'est vrai qu'en exutoire à toute cette horrible réalité, les auteurs en fait mettaient au service de leur art tout ce qu'ils avaient dans le ventre. À l'époque, j'étais un grand cinéphile de ce genre de films. J'allais voir tous les films de série B, C, voire Z. J'adorais ça. Et en plus, j'étais persuadé que pour la production d'un film, il fallait absolument se situer dans le contexte le plus pauvre possible. Et j'ai cherché dans ma tête ce qui pouvait être le plus pauvre au monde. Et je me suis dit que le plus pauvre au monde, c'est une femme enceinte d'un monstre qui lui parle. Un seul personnage, a priori, ça devrait pouvoir se faire. Je voulais pas te tuer. Tu ne voulais pas, mais tu l'as fait. Ne me fais pas mal. Je ne te ferai pas mal. Mais il faut continuer à m'obéir. Je peux pas faire ce que tu me demandes. À l'époque, je n'ai jamais voulu faire Baby Blonde en hommage à un type de film. J'ai voulu rentrer dans le genre cinématographique d'horreur ou gore, qui est quelque chose que je voyais chez les Italiens, que je voyais chez les Espagnols, chez les Américains, mais que je voyais pas chez les Français. Maintenant, il est vrai que le cinéma de genre, que ce soit le polar ou le fantastique, sont des vecteurs formidables pour parler de la société d'aujourd'hui, ou au moins d'avoir des envies et les développer au travers d'un genre. Donc, on a un film avec une histoire, avec du sang, qui respecte le genre. En attendant, par derrière, on a envie de parler d'autre chose. C'est vrai que moi, j'avais
un côté obsessionnel sur savoir comment filmer une femme, le portrait d'une femme complet de l'intérieur, de l'extérieur, et c'était quelque chose qui portait beaucoup le film. Prends le couteau. Prends le couteau. Prends-le. Approche-toi. Allez, va le planter de toutes tes forces au fond de sa gorge. Tranche-lui les artères, tranche-lui les veines, arrache-lui les yeux. J'ai quand même rencontré Sam Raimi qui m'a dit que les inventeurs du gore, c'était nous les Français, avec le Grand Guignol dans les années 30, et pas eux les Américains. Je pense qu'on a une histoire, on a un patrimoine et qu'on devrait le creuser. Au début des années 90, le couple Caro-Jeunet propose Délicatessen. Le film qui renoue avec la tradition française du conte merveilleux surprend le grand public. L'approche se confirme avec une deuxième tentative, La Cité des enfants perdus. Le public accroche. Mais le cinéaste qui a vraiment ouvert la voie est Christophe Gans, avec Le Pacte des loups en 1999. Film de genre influencé par le cinéma américain et asiatique et qui développe un langage purement visuel. Tout d'un coup, il y a eu un espoir. Tout d'un coup. Enfin, moi, quand le Pacte des loups est sorti, avant même que je voie le film, je me disais, ce type, il va oser un truc qui mêle du cinéma en costume à la française, avec du kung-fu, en mettant Marc Dacascos, avec des effets spéciaux numériques, avec des clins d'œil aux jeux vidéo. Ça pouvait former une espèce de gloubi-boulga pas génial au final, mais bourré de bonnes intentions et qui allait changer la donne. Malheureusement, ça n'a amené à rien. On a eu les B-movies, qui est alors là l'incarnation pour moi du système à la française et qui nous amènera, je pense, à discuter clairement de qu'est-ce que c'est la définition du cinéma de genre pour les producteurs français, parce qu'un jour il va falloir qu'ils me l'expliquent, parce que je crois qu'ils n'ont rien compris. Mais quand je dis ils n'ont rien compris, c'est peut-être hormis un ou deux, hein. Je dis pas, je veux pas généraliser, il y a toujours de toute façon la brebis galeuse qui a tout compris plus que les autres, mais en majorité ils sont complètement à côté de la plaque. Et pour moi les B-movies, c'en est l'incarnation absolue, hein. C'est vrai que au niveau qualitatif, c'est pas génial. Mais encore une fois, toute tentative de cinéma de genre français est louable. En 2000, les producteurs se pressent pour répondre à la demande de Canal+, relancer le film de genre en France. Baptisé B-Movies, l'expérience tournera court après quelques films seulement, car le premier opus, Promenons-nous dans les bois, de Lionel Delplanque, aura été le seul à vraiment trouver son public. Mettant en scène un groupe d'adolescents invités dans un château puis pourchassés et assassinés les uns après les autres par un monstre féroce, le film sera accusé d'avoir voulu profiter de la vague Scream venue des USA. Ce qui est très intéressant, je dirais, dans le cinéma, de manière générale, c'est toutes les réflexions a posteriori sur les entrées d'un film. C'est-à-dire qu'en gros, après les entrées du film, puisque le film a été un réel succès, on m'a dit « Ah ben oui, mais c'est normal puisque tu surfais sur la vague Scream, etc. » Alors qu'avant la sortie du film, et au moment où on finançait le film, on nous disait « Mais il n'y a pas de films d'horreur qui se font en France, ça marchera jamais, pourquoi aller voir un film d'horreur français, autant aller voir les originaux, etc. etc. » Donc c'est assez troublant comme raisonnement. En tout cas, moi, mon point de vue de réalisateur, ça a été justement de me démarquer très vite d'un truc que j'avais pas du tout envie de filmer, qui était le film de campus, de teenage, de machin, etc. Et justement de faire un film dans une réalité parallèle, qui était ce château avec un univers extrêmement graphique et un découpage extrêmement graphique. Et donc, moi, au contraire, j'ai assumé délibérément comment dirais-je, la dimension extrêmement stylisée du film, dans un univers parallèle. Partout. Mathilde a disparu. Il faut la retrouver. Dernier film de l'expérience B-Movies, Le surprenant Maléfique, d'Éric Valette.
Huis clos fantastique entre 4 prisonniers enfermés dans leur cellule, qui échafaudent des plans d'évasion grâce à un vieux grimoire trouvé dans le mur. J'ai prononcé 3 fois la formule que j'ai trouvée cette nuit. Les pierres se sont écartées. Moi, je suis un fan de films d'horreur, mais si j'avais eu un plan de carrière et j'en ai jamais eu, j'aurais jamais pensé que je commencerais par faire un film fantastique parce que ça me semblait très difficile en France au vu du marché. Je me suis dit, je ferais peut-être plutôt un polar, qui sont des films plus faciles à financer. Et il se trouve que le sujet a fait que le financement a été possible. Et voilà, et donc j'ai pu réaliser ce petit fantasme. Adhésif, Universum, Ftam. Vous avez vu? Vous en pensez quoi, vous? Rien. Non mais attendez, vous avez jamais vu un livre comme ça? Moi non plus, j'y crois pas à ces trucs, mais là... Et alors? Qu'est-ce que tu veux de plus? Je sais pas, vous avez pas envie de savoir ce qu'on peut faire avec? Aujourd'hui, les films fantastiques qu'on a dans la production française sont plus liés aussi aux angoisses du monde moderne, à l'irruption de l'irrationnel dans un monde parfaitement huilé, parfaitement rationnel, y compris dans les relations humaines. C'est un peu l'univers de Dominique Moll dans Les Mines. L'irruption de l'irrationnel qui bouscule la vie quotidienne. C'est loin des références esthétisantes et subversives de ses compatriotes que Dominique Moll continue de filmer calmement ses obsessions existentielles. Pour moi, le lemming signifie tout ce qui est en nous et qui est pas de l'ordre du rationnel, mais plutôt de l'irrationnel, parce que le personnage de Laurent Lucas, c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir tout expliquer, tout contrôler, et tout d'un coup il découvre cet animal qui, lui, justement, a un comportement qu'on n'arrive toujours pas entièrement à expliquer aujourd'hui, et qui, du coup, représente un peu la part d'inexplicable et d'irrationalité qui peut y avoir dans le comportement de chacun d'entre nous. C'est bien dans le quotidien qu'il faut chercher l'irrationnel. En Franc-Tireur, le cinéaste continue son chemin en marge de la vague radicale de films fantastiques qui s'annonce en France. Le film d'auteur peut avoir tendance, je pense pas que ce soit une généralité parce que c'est pas vrai, mais peut avoir tendance à être effectivement un peu trop nombriliste, un peu trop intellectuel. Le film de genre peut avoir tendance à être trop infantilisant ou infantilisé. Et voilà, donc moi je sais pas si j'ai une position médiane dans tout ça, mais j'essaye effectivement de concilier mes envies, d'aller vers des univers un petit peu décalés avec un récit qui est exigeant et qui a une certaine ambition. Oui. Alors, film d'auteur versus film de genre en France? Pas si sûr. Car en 2003 déboule Haute Tension du jeune Alexandre Aja, un film écrit et maîtrisé de bout en bout. C'est un choc violent que personne n'attendait. Les réactions ne tardent pas. C'est parce que ce cinéma-là, on le prend au sérieux, qu'il a une réelle force, une réelle puissance évocatrice. Et que c'est un cinéma fascinant, c'est un cinéma qui peut jouer sur les symboles, c'est un cinéma qui travaille par essence la transgression. Donc moi, une œuvre qui questionne la transgression, c'est une œuvre essentielle pour moi. Je préfère une œuvre transgressive, quitte à ce qu'elle soit outrancière, qu'une œuvre confortable pour TF1. Ça m'intéresse pas, ce genre de cinéma-là. Haute Tension est la bonne surprise. Mais Haute Tension, à l'époque, n'a pas été fait avec la certitude qu'il serait d'abord un film très, très fort, et deux, qu'il serait un film qui va effectivement générer sa propre génération
Aujourd'hui, je pense que... Avec le recul, il apparaît comme ça, oui. Oui, comme effectivement le début d'une nouvelle génération. Originalité du scénario, maîtrise du découpage, haute tension est le vrai déclencheur émotionnel. Immédiatement, plusieurs jeunes cinéastes français se reconnaissent dans son propos violent et subversif. Ils sont jeunes, à peine 30 ans. Ils viennent du clip ou du court-métrage. Et ils saisissent leur chance en proposant des premiers films clairement viscéraux, des huis clos angoissants, épidermiques. La nouvelle vague fantastique française est en train de naître. Ah, il me fait la poêlera. Une chaîne grande comme ça, avec des poêleras. Pardon ? Moi, j'ai tourné Calvaire dans une esthétique qui est très réaliste, qui est quasi naturaliste, près de chez moi, en Belgique, dans une région que je connais bien, qui est les Hauts-de-Fagne. Donc, il y avait quelque chose de rugueux, Ce qui m'intéressait, c'est de tourner un survival, mais de le tourner un peu comme Serge Leroy tournait La Traque. Donc tourner vraiment dans un environnement qui soit un environnement concret, qui est mien quelque part. Monsieur Bartel! Monsieur Bartel! Monsieur Bartel! J'ai du monde pour vous. Je suis un compulsif, donc j'ai tellement de références, et je pense que Calvaire est un film tellement référencé. Maintenant, il y a des références qui sont conscientes, il y a probablement des références qui sont inconscientes, mais c'est sûr que moi j'ai été marqué très très fort par un film matrice et générationnel qui est Massacre à la tronçonneuse. Donc je pense que Calvaire doit énormément à Massacre à la tronçonneuse, mais doit aussi énormément à Peckinpah, à Herzog, à Polanski. Enfin, c'est tout c'est tout des gens que j'admire et dont le travail m'obsède, et voilà, moi j'essaye simplement dans ce que j'essaye de faire et de construire film après film, c'est de transcender une idée. J'aime pas trop les discours, j'aime la didactique. Enfin, c'est pas voilà. Ce qui m'intéresse, c'est d'être formellement poétique et d'arriver à transcender et de rendre compte d'une humanité, mais poétiquement, alors d'une humanité malade, déviante, romanesque. Enfin, peu importe, mais d'arriver à comme un alchimiste, mais dans un cadre, dans une histoire, avec une exigence du script, avec une exigence des personnages, avec comme beaucoup des cinéastes modèles que j'ai. C'est sûr que c'est pas facile, surtout aujourd'hui, mais voilà, on avance et on se dit que ça en vaut la peine. Ça a été un peu un film de combat. C'était un combat pour monter le film, le financer. Ça a pris des années. On y est arrivé. Et je dirais, même si le film à l'arrivée n'a pas été un énorme succès au box-office, la grande fierté, c'est que c'est un film qui marque, c'est un film qui va rester. C'est un film qui est arrivé un petit peu tôt par rapport à la vague des films de genre français qu'on appelle maintenant dans le métier les French frayeurs. Mais tant mieux, je pense que c'est un film qui a ouvert des portes. C'est un film qui aujourd'hui, ça c'est la grande fierté, est devenu culte pour beaucoup de gens. Il suffit d'aller voir sur le net les scènes qui se baladent. Donc vraiment le film est porteur d'une promesse de futur. Et puis aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est de continuer dans le sillon et c'est de faire des films qui sont aussi des films différents. Alors films de genre, je ne sais pas. Films de cinéma, oui. Je crois que vraiment ce qui nous lie Fabrice et moi, c'est la même passion du cinéma, d'un certain cinéma qui est peut-être pas ce qu'aujourd'hui les chaînes de télévision ont envie de programmer, mais en tout cas qui est du vrai cinéma, un cinéma qui peut trouver un public, même s'il emprunte des sentiers un petit peu un peu moins communs, on va dire, que la production courante. Moi, je suis issu d'une génération qui a grandi dans les vidéoclubs, c'est-à-dire que moi, quand j'avais 14-15 ans, le cinéma de genre en salle, c'était presque déjà un peu terminé, les doubles programmes, enfin les salles de quartier, d'autant plus que j'étais de province et tous ces cinémas-là avaient déjà disparu. Donc effectivement, tous ces films que j'avais pas pu voir et dont j'avais fantasmé l'existence sur les photos des magazines, enfin je les ai découverts un peu plus tard en vidéo. Donc effectivement, le vidéoclub, par définition, il n'y a pas de guide, il n'y a personne pour vous dire regarde ça, ça, ça. On pioche un peu au hasard et on se fait tout seul de manière un peu empirique, un peu boulimique.
unique, presque un peu sauvage, sa propre cinéphilie. Pour Saint-Ange, j'avais vraiment le désir de faire un film qui soit très français. Il y a quelque chose d'un exercice de style dans Saint-Ange, en tout cas c'est comme ça parfois que le film a été pris, parce que le film est assez glacé, et il se regarde un peu, il est très, j'allais dire presque très géométrique, un peu froid. Ça faisait partie du projet, mais en l'occurrence, je crois que Saint-Ange est un film très français. C'est un film par sa direction artistique, par ses thèmes, par la culture, le monde qu'il évoque. Ça vient effectivement de plein de choses, du cinéma d'après-guerre, des films de Clouzot, de mon amour pour Franju, ça vient de mon amour pour... Et ça vient surtout d'une idée, alors j'allais dire presque politique, qu'on peut faire des films comme ça chez nous, avec notre propre culture, sans faire des espèces de ce que les Américains appellent des crossovers, enfin des espèces de coproductions internationales qui ont un peu le goût américain, un peu le goût espagnol. On prend une actrice anglaise. J'avais vraiment, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi des actrices typiquement françaises, Virginie Ledoyen et Lou Doyon, même si elle est en partie anglaise, mais c'est l'idée effectivement qu'on pouvait faire ça chez nous, sans complexe. Qu'on pouvait raconter des films de maison hantée, qu'on pouvait faire du cinéma victorien, gothique, fantastique français, qui évoque l'histoire de France, en l'occurrence les enfants de la guerre. Et puis j'en avais marre de voir à chaque fois des films fantastiques qui se passaient en France parfois et qui étaient filmés par les Italiens ou les Américains et qui étaient plus beaux et plus mythologiques que nos propres films à nous. Et ça m'intéressait de montrer que la France était un territoire mythologique aussi, où il pouvait y avoir des monstres, des fantômes, des créatures, des jeunes héroïnes pâles, aux cheveux noirs. Ce pays, voilà, que mon pays avait tout pour l'exprimer, tout pour le faire. Dès le départ, quand je fais Saint-Ange, je sais que le film sera en scope, sera sur des travelling lents, très esthétisants. D'ailleurs, c'est un peu c'est un des reproches qu'on a fait au film en France. Parce qu'en France, quand quelqu'un veut faire joli, c'est tout de suite très prétentieux, c'est considéré comme prétentieux. Et dès que quelqu'un veut faire du scope, mettre du score, du soundtrack, c'est toujours un peu suspect, c'est pour qui il se prend de faire des plans de grue. Donc, mais par exemple, sur Saint-Ange, je savais que ce serait comme ça, et moi, je suis un peu midinette là-dessus, et j'adore ça. Donc, j'adore quand c'est beau. C'est l'inverse, on le fait en DV, on n'a pas beaucoup de pognon pour le faire, et il y a plus ou moins une sorte d'entente entre les réalisateurs et moi pour se dire d'une manière un peu intellectuelle qu'on va toujours être du côté des personnages. Il ne faut jamais qu'on les voit, on est toujours avec eux, donc c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu caméra qui bouge, etc., etc. La lumière, c'est de la DV, on passe dans des laboratoires, on fait ce qu'on peut. Et après, les gens, ils voient une vraie volonté artistique. Tant mieux. Clem, ouvre! Ouvre! Clem! Ouvre! Clem! Ouvre! 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 J'arrive pas! On est bloqué! Frontières, c'est un petit peu toute mon adolescence mise bout à bout dans un film d'1h30 où quelque part je fais ma déclaration d'amour au cinéma de genre qui m'a bercé pendant toute mon enfance, qui m'a donné envie de faire du cinéma, donc de devenir réalisateur aujourd'hui et en même temps de pouvoir avoir un sous-texte politico-social qui puisse aussi me permettre de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire, quoi. La manière dont j'ai voulu m'exprimer en montrant des images aussi violentes, c'est, je dirais, un petit peu ce que faisait Pasolini dans les années 60-70 avec ses films, notamment je pense à Salo, qui est une des références de Frontières, où justement à un moment donné en écrivant Frontières je me suis dit ouais, comment parler de la politique actuelle et de la manière dont on se fait un peu matraquer certaines idées en essayant quand même de rester dans le carcan d'un film de genre. Et je me rappelais que dans Salo de Pasolini, il utilisait toutes les métaphores sur les écrits du Marquis de Sade
pour parler du fascisme. Et quelque part, vu qu'il y a une thématique assez proche de ça dans Frontières, ce que je voulais faire, c'était essayer de retrouver un petit peu ces 3 différents cercles, comme ils les exploitaient dans Salo, qui sont le cercle de la merde, celui du sexe et celui du sang, pour essayer d'avoir une sorte d'évolution en 3 actes dans le film, de manière à montrer et à dénoncer une espèce de famille aux idéologies fascisantes à l'intérieur du film, tout en respectant les codes du cinéma de genre des années 70-80, comme dans Massacre à la tronçonneuse. Dans les films de genre, il y a, on va dire, différentes strates de violence et de traitement. Le film que me proposait Xavier était un film qui était particulièrement violent. Il traitait d'un certain nombre de choses qui sont autant au niveau politique qu'au niveau, je dirais, humain, particulièrement difficiles. Et bien que des fois la réalité dépasse la fiction, mais le film allait très loin. Et ma première approche a été de dire waouh, tu vas plus loin que ce que je pensais. Et puis le talent après fait que quand on a un metteur en scène que je considère de grands talents comme Xavier, on se dit que l'un dans l'autre, on va trouver un talent qui va pouvoir justement sublimer et traiter une image au départ qu'on croyait violente, en y apportant le recul nécessaire, l'approche nécessaire, finalement la suggestion nécessaire, que des fois le film de genre permet de véhiculer. C'est un film de rage, c'est un film d'énergie, un film de genre comme on les aime. Quand vous voulez faire un film de genre, il faut y aller à fond, même si ça doit être dark, trash, hardcore, tout ce qu'on veut. Mais il faut assumer complètement ce genre-là, parce qu'à partir du moment où vous vous adressez à ce type de public, les gens qui vont voir ce type de film ont envie de voir quelque chose pour ressentir des sensations fortes. C'est un peu comme quand vous allez à la fête foraine, si vous faites un grand 8 qui finalement n'est qu'une petite valse tranquille, vous êtes déçu, quoi. Et donc à chaque fois que vous allez voir un film de genre, vous avez envie de vous prendre votre émotion de montagne russe et en ressortir un peu rincé, quoi. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où vous parlez de cinéma de genre, forcément vous tournez avec plusieurs comédiens, des effets spéciaux de maquillage, des effets spéciaux de plateau, et étant donné qu'on avait un contexte esthétique autour de ça que je voulais assez fort, forcément il faut qu'il y ait la déco qui suive. Et apparemment, dès que vous lancez un film de genre, on vous dit c'est un peu risqué, on va mettre les moyens mais pas trop. Le problème d'un film de genre, c'est qu'il faut mettre les moyens mais un peu plus, parce que ça demande plus de recherche visuelle que sur un simple, je dirais, film d'auteur qui va généralement se passer dans plusieurs pièces d'une maison ou d'un appartement, qui tourne plus autour de ses personnages que de l'univers en général qu'on essaye de décrire. Et là, vu que moi je voulais essayer de créer un univers esthétique le plus poussé possible, forcément ça a été un peu la guerre pour essayer d'arriver à ce niveau-là. Tu croyais t'en sortir comme ça? Mais merci. Pour affirmer ses idées tout en respectant les codes du genre, cette jeune vague fantastique devra être généreuse en débordement. Mais pour l'instant, elle avance dans des couloirs sombres et cherche la sortie vers le grand jour, compensant son déficit de moyens par l'énergie et l'envie. Tout est bien sûr entre les mains des producteurs. Comment on fait en sorte qu'un projet de film devienne une réalité de film? C'est en bâtissant une cohérence. Et la cohérence, c'est de se dire, voilà, à partir de cette histoire, ce budget, le public qu'on veut toucher, tout ça doit être cohérent. C'est-à-dire que si vous faites un film très très pointu qui va coûter très très cher, pour caricaturer, vous avez beau avoir envie de le faire, le marché vous en empêchera. Voilà. Et moi qui suis producteur, je suis un peu pour les auteurs et les créateurs le principe de réalité. Je suis le premier principe de réalité. Il faut savoir qu'un processus de film, c'est très très long. Et déjà, l'écriture, avant le tournage et avant donc le financement, c'est au minimum 1 an. Donc faire travailler quelqu'un pendant 1 an
en sachant qu'au final, il y a très très peu de chances pour que le film se fasse, non. Ça ne m'intéresse pas, c'est une responsabilité que je n'ai pas envie d'endosser. Je préfère me battre, c'est déjà suffisamment compliqué de monter les films, je préfère me battre en étant convaincu moi-même qu'ensuite ça sera jouable. Si Vincent Cassel n'avait pas été sur le projet, je ne suis pas sûr que le film se serait fait dans ces conditions-là et aussi vite. Après, il est possible que le film se soit fait, peut-être à un budget moins élevé, parce que Kim ne venait pas de n'importe où. C'est-à-dire que dans le secteur, on le connaissait, il avait fait des courts-métrages très très brillants, très talentueux, on savait que c'était quelqu'un qu'on attendait. Mais c'est vrai que le scénario étant ce qu'il est, c'est-à-dire très très barré, très original, plein de sa personnalité, c'était ça aussi l'intérêt du film, on a essayé de préserver tout ça, préserver l'expression de Kim. Ça aurait été plus long s'il n'y avait pas eu Vincent. Ouch. Après la rencontre fracassante entre des jeunes de banlieue et un berger dégénéré, voici À l'intérieur, un nouveau huis clos, plus intimiste cette fois, que nous propose le tandem Alexandre Bustillo-Julien Maury. Dans une maison isolée, une jeune femme sur le point d'accoucher devra défendre son futur bébé des attaques d'une créature diabolique. À l'intérieur, c'est un thriller horrifique. C'est pas juste un film d'horreur. Voilà, c'est du divertissement avec effectivement une raison derrière et une sensibilité, parce que je pense que c'est un film au final touchant. Nous, on était déjà dans une recherche depuis quelques années, je dirais globalement depuis 4-5 ans, de script. C'est la première fois où voilà, on se dit, bon bah là, on tient un gars doué, un script extrêmement bien écrit, avec un film qui sera sûrement difficile à faire, mais on ne s'est pas posé 2 minutes la question. On s'est dit, voilà, on en tient un, on va le faire celui-là. Celui-là, on va le faire. En fait, les réalisateurs sont prêts aujourd'hui à travailler en équipe et en groupe, parce qu'il y a des bons jeunes réalisateurs qui veulent faire du film de genre, mais le film de genre, c'est aussi une équipe d'effets spéciaux, aussi bien sur plateau qu'en numérique. Et là, en France, on a des talents aujourd'hui. Donc nous, on travaille avec Jacques-Olivier Molon pour les maquillages sur le plateau. Ce qu'il fait est exceptionnel et c'est essentiel au film. C'est vraiment un travail d'équipe. Je crois que c'est ça que les Français ont fini par comprendre, c'est qu'effectivement, c'est un film de genre, c'est pas juste un réalisateur qui veut se lancer dans le film de genre. On a, oui, des jeunes réalisateurs, là d'ailleurs sur notre projet ils sont 2, et je pense que c'est pas plus mal parce qu'il y a énormément de trucs à gérer sur le plateau, au niveau du jeu des acteurs mais au niveau de la caméra. Et donc oui, ils sont là, mais il faut savoir les entourer. C'est pas transgresser pour transgresser, quoi. Nous, c'était nécessaire, voilà, pour notre scénario. C'est quelque chose qui est naturel par rapport à l'histoire qu'on a envie de raconter. Ça passait par la transgression, quoi. Donc, je pense que voilà, je fais allusion à certains tabous. Et c'est vrai que, voilà, encore une fois, on y revient. C'était pas quelque chose de voulu. Tiens, on va transgresser pour faire, voilà, pour faire parler. C'est quelque chose qui est venu naturellement, quoi. Je pense que dès qu'on s'attaque à une femme enceinte, on transgresse forcément un tabou, encore plus au cinéma, parce que généralement les films de genre ayant mis en scène des femmes enceintes étaient le plus souvent des films de genre clairement ancrés dans le fantastique. Et j'ai eu de films de genre horrifiques avec des femmes enceintes dans un vrai milieu réaliste. Il faut qu'on joue sur le domaine de l'attirance-répulsion. Donc on va attirer, on va dire, avec la sexualité, puis on va essayer de pousser le spectateur dans ses derniers retranchements avec de la violence graphique. C'est pour ça qu'en règle générale, dans les films d'horreur fantastiques, enfin pas tous, mais certains, on retrouve très souvent justement des codes imposés
avec son lot de nudité, de sexualité et puis de scène gore. C'est justement, on va dire, les deux choses qui attirent le plus les spectateurs. Par tradition, la culture de l'ultraviolence n'avait jusqu'alors jamais eu de prise en France. Alors d'où vient cette nouvelle tendance trash, obsessionnellement viscérale, particulièrement transgressive? Ces huis clos cauchemardesques qui s'organisent autour d'une poignée d'acteurs. Cette tendance ne serait-elle pas, entre autres, l'expression d'une contrainte économique ? Pourquoi aussi le cinéma de genre actuel fantastique est un cinéma hardcore, violent, viscéral? Parce que, indirectement, économiquement, la règle première aujourd'hui, c'est de dire ton film, il faut pas qu'il coûte cher, donc il faut qu'il soit dans un lieu unique, pas cher, pas trop loin de Paris quand même, parce que sinon les défraiements ça coûte trop cher. Tes options, elles sont limitées, hein. Elles sont très limitées. Donc tu es dans un univers urbain, claustro, ou alors isolé campagnard, et qui coûte que dalle, mais ou en Roumanie, qui kiffe la même chose. Et voilà, donc forcément les mecs se retrouvent dans des trucs où ils ne peuvent difficilement faire une proposition d'imaginaire, donc ils sont obligés de jouer la carte du cauchemardesque. Des mécanismes comme l'avance sur recette ont pas généralement de projet, n'examinent pas de projet de ce type. On est dans un cinéma plus, je dirais, qui aborde d'autres thèmes avec tout autant de poésie, hein, d'ailleurs, mais pas tellement le film de genre. C'est vrai que le film de genre n'est pas un film qui, en France, a forcément ses lettres de noblesse par rapport à ce qu'on pourrait encourager ou soutenir au CNC. Le financement des films en France, globalement, ça vient de l'argent des salles de cinéma, de l'argent du DVD et de l'argent des télévisions. Or, sur ce type de film, il n'y a pas de télévision, sauf Canal+, les télévisions cryptées, qui au contraire en demandent. La salle, c'est plutôt une vitrine parce que les publics sont pas énormes, donc on lance les films et on monte pas beaucoup d'argent. Et ils permettent de s'équilibrer économiquement sur le DVD. C'est vraiment ça, le pilier économique de ces films-là. Or, aujourd'hui, au moment où une génération de créateurs arrive à émerger, au moment où on arrive à relancer la machine, on se retrouve face au piratage. Le piratage qui fait que le marché du DVD s'effondre. On a en face le marché de la vidéo on demand qui n'est pas encore en place. Ça prend encore plusieurs années, c'est toujours plus long que prévu. Et là, on va se retrouver avec un couperet au milieu, puisque plus d'avances DVD, ou alors des avances DVD qui vont fondre comme neige au soleil parce que le marché se casse la figure à cause du piratage. Et c'est pour ça qu'il faut bien que les gens se rendent compte qu'à chaque fois qu'ils piratent un film, c'est vraiment la possibilité d'un autre film qu'on tue dans l'œuf. Le vrai, je dirais, marché existant sur ce type de film, c'est l'international. Et c'est là où finalement réside une bonne partie du financement sur le potentiel que ce film peut avoir sur les marchés étrangers. Je ne sais plus qui disait il y a peu de temps qu'une comédie française lambda se vend dans 5 pays dans le monde en moyenne, et un film de genre français va se vendre dans 40 pays dans le monde. La langue est un vrai problème, c'est évident. Les méthodes de production sont totalement différentes, puisque en anglais on peut effectivement le produire aussi on peut plutôt facilement en le soumettant plutôt au marché international, qui est beaucoup plus friand de ce genre de film que le marché français. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, grâce à Canal et même en certaines mesures dans l'ensemble des interlocuteurs et des intervenants du marché, il y a une volonté de changer les choses. L'argent que met Canal+, vu la façon dont le cinéma de genre et fantastique, en particulier en France, est ostracisé, il est extrêmement difficile pour les gens de trouver des compléments de financement à l'avance que fait Canal+. Donc Canal+ va faire une avance, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vont faire une avance de 700 000, 800 000 grand maximum, pour arriver à 1,5 million, ce qui est déjà ridicule pour faire un film, on est d'accord, 1,5 million c'est ridicule aujourd'hui. Pour arriver à ce 1,5 million, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça a été l'enfer pour Xavier Jean, ça a été difficile pour d'autres. D'où le départ inattendu de quelques-uns d'entre eux pour Hollywood, appelés par les grands studios. Aja, Valette, Gans ou Chapiron sont allés tourner là-bas leur deuxième film. La plupart du temps, des remakes, en ayant cette fois beaucoup plus de moyens.
Même chose pour le couple Moreau-Palu après le succès de leur premier film en France. Déjà avant la sortie de Hill en salle, ils ont été contactés par les Américains, ils ont été là-bas et dans 2 mois, ils démarrent un tournage à $20 millions, produit par Tom Cruise avec Jessica Alba, qui est le remake de The Eye. Si vous voulez, on fait un one-shot et tout de suite, les Américains repèrent ce petit film qui est vu peut-être un peu avec condescendance par notre petit milieu du cinéma français. Encore un film de genre, ça va pas marcher, tatati. Les Américains, ils ont vu Hill dans un marché. Donc maintenant, moi j'essaye de me battre pour ça, parce que je crois que franchement en France, on a les auteurs, les réalisateurs, les techniciens. Vraiment, on peut faire aussi bien qu'eux. Moi, j'ai aucun jugement sur ceux qui sont partis. Je le regrette parce que effectivement, je pense qu'on a besoin de forces vives ici. Que c'est plus intéressant d'essayer de faire nos films ici que de partir là-bas pour devenir un yes man à la solde des studios et des exécutifs et de faire le film qu'ils ont envie qu'on fasse. Maintenant, s'il est impossible en France de monter des films, il faut vivre, ça qu'il faut. Et que moi, je suis comme tout le monde. Si j'arrive pas à monter mon 2e film en France, je serai à un moment donné, et que les Américains me disent, nous, on peut le faire. Je serais obligé de partir, mais la mort dans l'âme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ici à attendre 3 ans pour monter un film sans être sûr de pouvoir y arriver, ou est-ce qu'on va faire un petit film américain là qu'on peut tourner dans l'année et peut-être en faire un autre et un autre derrière et finalement arriver à avoir une certaine liberté au fur et à mesure, parce qu'il y a quand même pas mal de réals américains qui arrivent à avoir leur liberté en faisant leurs films. Et chez nous, on a toujours l'impression qu'il faut rendre des comptes, qu'on peut pas se permettre de faire telle ou telle chose. Donc il y a une espèce d'ostracisme, de castration comme ça des auteurs, quoi. Et c'est un peu fatigant parce qu'on a envie de sortir de cette coquille et puis d'exploser un peu ce qu'on a envie de dire sur pellicule, quoi. Si on attend que le public français fasse un triomphe à un film d'horreur bricolé, réalisé par miracle, on pourra attendre longtemps. Il faut essayer parfois effectivement d'anticiper un petit peu les désirs du public, d'essayer d'en proposer plusieurs, d'essayer de savoir les vendre. Je parle des affiches, je parle des rapports avec la télé dans les émissions, enfin qu'on parle aussi un peu plus de cette culture-là, pas toujours comme une culture éloignée, américaine, underground. Et peut-être que le public va commencer vraiment à s'intéresser, mais je dis bien, ça n'est pas en bricolant des films chacun de son côté qu'on arrivera à changer quoi que ce soit. Et tant qu'on fera ça, tant qu'on ne saura pas les vendre, tant qu'on ne saura pas communiquer dessus, les films fantastiques français feront 200 000, 300 000 entrées et seront considérés comme des échecs. C'est évident. La route est encore longue pour le film fantastique, qui tente toujours de sortir du mauvais procès qui l'oppose en France au film dit d'auteur. Pourtant, ces jeunes cinéastes inspirés sont une véritable force de proposition pour le cinéma français, à laquelle il faudrait donner les moyens de ses ambitions, pour que ceux qui sont partis reviennent, et que cette jeune vague, encore fragile, puisse se renforcer dans les années à venir et proposer toujours plus de projets. Mon prochain film est un film d'horreur. À chaque fois que je me mets à écrire et à commencer à me laisser aller, à fantasmer mon prochain film, il se trouve, encore une fois, sans que ce soit réfléchi, que c'est un peu dans un registre, qui est le registre du cinéma fantastique. Mais vous dire pourquoi, je n'en sais rien. Il se trouve simplement que quand j'écris une histoire, elle finit toujours par être bizarre, par être tordue, par être déviante. La morbidité m'intéresse, les monstres, enfin les créatures. Il y a plein de choses qui m'intéressent et j'ai vraiment pas fini de travailler ces thèmes-là. Et c'est vrai que j'ai encore envie d'en faire. Alors au risque effectivement de m'enfermer dans une image de mec qui ne saurait faire que ça. Mais pour l'instant, pour moi, c'est pas du tout un problème. Si je devais passer ma vie à être entre guillemets un metteur en scène de genre, j'aurais aucun problème avec ça. D'une certaine manière, ma vie serait réussie, quoi. Donc c'est vraiment ce qu'on aime. Nous, on veut continuer à faire des films de genre, que ce soit fantastique, horreur, etc. Mais parce que on a déjà un second scénario de prêt au cas où, et c'est toujours un film de genre, encore plus extrême que celui-là. C'est vraiment donc, c'est pas du tout un choix de carrière pour se permettre de s'ouvrir d'autres portes, pour aller vers un cinéma plus traditionnel entre guillemets. L'idée du projet de Vignane, donc le prochain film est né. On a été sollicité par l'Angleterre et donc Michael m'a très vite dit, écoute, si tu veux que ce soit un peu plus ambitieux que Calvaire, il faut le tourner en langue anglaise. Donc voilà, ça c'est une contrainte que j'entends et bon, je m'en accommode, c'est pas plus excitant parce que voilà, c'est d'autres gens, c'est autre chose et maintenant ça reste de toute façon un film européen. Vous savez, enfin moi j'aime le cinéma, donc je veux dire, même si un jour je dois tourner en japonais ou en bulgare, je m'en fous, quoi. Du moment que je tourne, je serai heureux, quoi. Si vous voulez, en tant que producteur, ce qui m'exalte, c'est d'accompagner les metteurs en scène. Donc,
Il faut dire que voilà, depuis quelques années, ceux avec qui je travaille sont dans des univers qui correspondent plus ou moins avec le fantastique ou le genre en soi. Et donc mes choix sont guidés un peu comme ça. Maintenant, le dernier film que j'ai produit, qui est en montage, c'est le film de Marc Caro, qui est pour le coup effectivement un vrai film fantastique, parce qu'il se passe, film de science-fiction, c'est une histoire qui se passe dans l'espace, dans une navette spatiale, je dirais assez inédit en France. C'est le choix de Marc. Demain, Marc m'amène un projet qui n'est pas fantastique. Je pense que je le suivrai aussi parce que c'est le metteur en scène en premier lieu qui m'intéresse. Le fait qu'il soit sorti sur les écrans, qu'on puisse faire frontière et que derrière il y a aussi à l'intérieur d'Alexandre Boustillot qui va bientôt sortir, bon bah d'un coup on se dit tiens il se passe quelque chose. Après je pense que toutes les personnes qui sont décideurs pour que les films se fassent en France attendent de voir un petit peu ce qui va se passer sur les 3 prochains films de genre qui vont sortir l'année prochaine, et si ces films marchent, bon bah à ce moment-là il y aura peut-être une possibilité d'en faire d'autres derrière. Par contre si on se plante, je pense que ça va être super difficile pour ceux qui arrivent derrière. Mais il y a un truc aussi que je voulais dire, il y a 2 ans par exemple, quand j'étais quand je faisais les festivals avec Calvaire, en France, que ce soit Gérard May, etc., il y a des journalistes qui me disaient ouais mais le cinéma de genre français, vous trouvez pas qu'il est un peu plan-plan, machin, etc. Et ce qui m'étonnait, c'est que chaque fois que j'allais aux États-Unis, dans les festivals à Toronto ou d'autres, on me disait oui, mais en France, il y a vraiment un truc qui se passe avec Haute Tension, Marina Devanne, Dans ma peau, Irréversible. Il y a un truc qui se passe, tous ces films incroyables qui débarquent. Et forcément de France, on a toujours tendance à se dire oui, oh, chez nous c'est un peu le bourbier, il y a rien, machin. Mais effectivement, l'écho qu'il y a au-delà des frontières ici, enfin, il y a voilà, je trouve ça super que ça se multiplie. Je pense que le succès de Haute Tension et d'Alexandre Aja y est pour beaucoup aussi. Donc tant mieux. Tournons des films d'horreur, tournons des films punk et puis merde.